Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui Hélène Castelli pour la présentation de son ouvrage L'héritage d'Asclépios, publié aux éditions de la Sorbonne, qui est un ouvrage issu de sa thèse de doctorat qu'elle a fait dans le cadre de l'UMR 90 Anima, Anthropologie et Histoire des mondes anciens, donc, qui est une équipe de recherche proche d'ici, avec notamment la bibliothèque Gerny Klotz. Je crois que tu as aussi fréquenté la bibliothèque de la Sorbonne, et puis aussi notre bibliothèque interuniversitaire proche, qui est la bibliothèque interuniversitaire de médecine, de santé, vu le sujet. Donc nous aurons la joie d'entendre aujourd'hui Hélène, qui nous vient depuis Marseille, où elle est maintenant depuis 2 ans, elle est professeure agrégée, mais elle continue bien sûr à faire de la recherche autour des questions de la médecine ancienne et notamment du geste guérisseur autour d'Asclépios. Merci d'être là. Merci beaucoup pour cette présentation, merci pour votre invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de parler effectivement à l'ABIS, où j'ai effectivement beaucoup travaillé il y a quelques années. Donc merci à Sébastien pour son invitation. Merci aussi particulièrement à Emmanuel Jeu qui est dans la salle, qui a édité le livre qui est là et qui circule. Et merci aussi à Camille qui est venue. Voilà. Donc je viens vous présenter cet ouvrage effectivement qui vient de paraître le 14 août aux éditions de la Sorbonne et qui, comme le disait Sébastien, est issu donc de ma thèse de doctorat. Voilà, transformée donc en ouvrage. Alors, dans cette présentation, avant de répondre à vos questions, je m'organiserai en 3 points. D'abord, je parlerai un petit peu de la genèse de ce travail universitaire et de cet ouvrage. Ensuite, j'aborderai les sources avec lesquelles j'ai travaillé et la méthode que j'ai essayé d'adopter avant de vous présenter quelques acquis, les acquis majeurs de ce travail. Alors d'abord pour ce qui est de la genèse. En fait, il faut remonter à mes travaux pré-doctoraux quelque part pour aborder les origines de cet ouvrage. Et en vérité, ça remonte à il y a très longtemps, puisque c'était déjà en fait dans les années 2000, à la fin des années 2000, quand j'étais en classe préparatoire en lettres classiques, que mon prof de grec à l'époque m'avait prêté ce livre, donc, que vous connaissez peut-être, le livre de Daniel Gorevitch, qui s'intitule donc Le mal d'être femme, la femme et la médecine à Rome, son sous-titre. Et donc c'est un livre qui était déjà ancien à l'époque, vous voyez, il date de 1984, et mon prof me l'avait prêté, je pense, pour faire un exposé ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement, mais sa lecture m'avait beaucoup intéressée. Notamment l'aspect d'histoire de la médecine, c'était mon premier contact avec de l'histoire de la médecine, et aussi l'histoire des femmes. En fait, les deux conjugués m'avaient beaucoup plu. Bon, pourtant, moi, je ne viens pas d'une famille où il y avait des médecins, où il n'y avait pas de raison spécifiquement de m'y intéresser, mais c'est vraiment ce livre en fait qui m'a fait un choc. Et du coup, quand il a fallu moi-même choisir en fait un thème de recherche quand je suis rentrée en master, donc c'était à Paris, avec Violaine Sylvia-Cuchet. Violaine Sylvia-Cuchet était quelqu'un de très bienveillant, de très gentil, et elle nous laissait choisir à peu près sur quoi on voulait travailler. Et donc moi, j'avais décidé, forte de cette lecture de Daniel Gorevitch, de reprendre ces thématiques-là, plutôt pour le monde grec, puisque j'étais passée dans un master plutôt d'histoire ancienne, d'histoire grecque. Voilà, donc c'est comme ça que je m'étais retrouvée à faire un mémoire de M1 qui s'intitulait donc en 2011 « Entre transmission et passivité, la part de la femme dans la procréation chez les Hippocratiques ». Donc là, j'ai découvert en fait le corpus hippocratique, les écrits médicaux donc grecs de la période classique, et je travaillais dans ce mémoire sur la thématique de la grossesse perçue par les médecins, et également l'accouchement. Voilà. En Master 2, je voulais continuer sur cette thématique, mais comme je venais des lettres classiques, je voulais un peu plus affûter mon expertise proprement historienne, et du coup changer un peu et élargir les sources, le type de sources sur lesquelles je travaillais. Donc du coup,
Dans cette optique, j'ai travaillé sur le culte de deux divinités, Hygie et Asclépios. Donc Asclépios, une divinité guérisseuse, et Hygie, sa parèdre, parfois considérée comme sa fille, une sorte de personnification de la santé. Et c'était donc à partir de sources plutôt archéologiques, puisque là je travaillais donc sur les sanctuaires consacrés à ces deux divinités, enfin les vestiges bien sûr, et puis également les inscriptions, donc l'épigraphie, qui nous permettait d'aborder l'expérience vécue par les pèlerins qui venaient dans ces sanctuaires dans l'optique d'y trouver la guérison. Donc, au terme de cette formation en master, finalement, j'avais travaillé à la fois sur les textes, dans ce que je savais à peu près faire, puisque j'avais eu cette formation plutôt lettres classiques auparavant, et également les images. J'ai oublié de dire aussi en une 2, il y avait beaucoup de reliefs qui représentaient Hygie et Asclépios, qu'on avait pu retrouver, l'épigraphie, donc les inscriptions, et aussi des vestiges archéologiques. Voilà. Après, donc, j'ai eu une petite interruption, comme on fait souvent pour passer les concours de l'enseignement, faire un stage, et je suis revenue en doctorat en 2014, du coup, en m'inscrivant. J'ai eu la chance de bénéficier d'un contrat doctoral, toujours donc à Paris, à Panthéon-Sorbonne, avec Violaine Sébiot-Puchet. Et là, j'ai essayé de trouver un sujet qui soit toujours dans la thématique de l'histoire de la médecine grecque, qui m'avait vraiment beaucoup plu en master, mais qui me permettent de travailler un peu sur ces différents types de sources que j'avais pu aborder sans en exclure. Voilà. Donc c'est là où j'ai élaboré cette notion de geste guérisseur. Pendant longtemps, je crois même que ma thèse, elle avait dans son titre cette expression de geste guérisseur. Donc je le définissais, ce geste guérisseur, comme étant tout geste visant donc à soigner par une action manuelle, soit directe avec la main, soit effectuée par la médiation d'un instrument. Et ce geste aussi pouvait être soit, entre guillemets, réel, c'est-à-dire vraiment réalisé par les médecins dans les cabinets médicaux à l'époque, ancienne, soit imaginaire, c'est-à-dire les gestes guérisseurs dont les pèlerins, par exemple, parlent, des gestes qu'ils auraient vus dans des visions obtenues dans le contexte des sanctuaires où ils vivaient, donc ce qu'on appelle l'incubation. Donc ça me permettrait en fait de faire des comparaisons entre ces deux types de gestes et entre les pratiques, on va dire, médicales et, entre guillemets, religieuses. Voilà, si tant est que ça ne soit pas trop anachronique. C'était donc voilà, une catégorie finalement assez vaste qui permettait de démarrer un travail doctoral. Et ça excluait par contre les guérisons qu'on pouvait trouver dans les mythes ou chez Homère qui se produisaient par simple intervention divine mais sans action, juste parce que la divinité par exemple avait choisi de guérir d'un coup tel ou tel guerrier. S'il n'y avait pas d'action manuelle, de geste décrit, ça je ne le faisais pas entrer dans le périmètre de l'étude. L'autre avantage de cette notion de geste guérisseur, c'est qu'elle me permettait d'aborder le sujet d'une manière qui était un petit peu inédite. Évidemment, en doctorat, on essaye de trouver une approche un petit peu originale. Alors, qu'est-ce qui était inédit là-dedans? Eh bien, c'est que d'abord, il y avait forcément, partir sur des sujets comme ça, sur la médecine grecque ancienne, paradoxalement, assez peu d'historiens véritablement de formation avaient travaillé là-dessus. En tout cas en France, la plupart des historiens qui travaillent sur la médecine antique sont en fait plutôt des littéraires, des spécialistes de grec, des spécialistes de latin, d'excellents traducteurs et commentateurs, mais pas forcément formés exactement de la même manière. Parfois même aussi, ce sont des médecins qui sont venus plus tard en fait à l'histoire de la médecine. Voilà. De plus, donc souvent les traditions d'études de la médecine ancienne sont plutôt reliées aux universités, donc qui s'appelaient à l'époque Paris 4 Sorbonne, ou à des instituts de recherche comme le PHE. Mais c'est vrai qu'à Paris 1 Panthéon Sorbonne, il y avait
assez peu donc dans cette dynamique un peu d'histoire anthropologique et celle qu'on essaye de faire à Paris 1, il y avait assez peu de travaux. Quelques-uns quand même à souligner. Il y avait donc les travaux de Jean-Baptiste Bonnard, notamment donc son ouvrage Le complexe de Zeus, représentation de la paternité en Grèce ancienne, qui avait été publié dans les années 2000. Cet ouvrage-là avait en partie un chapitre consacré au corpus hippocratique et au rôle donc dévolu aux hommes dans la procréation selon les médecins. Il y avait aussi Lydie Baudiou qui avait été donc l'élève de Pierre Brûlé, qui a été formée aussi en anthropologie historique et qui avait fait une thèse donc sur la gynécologie hippocratique à l'université de Rennes 2, l'histoire du sang des femmes grecques. Il me semble qu'il n'a pas été publié en livre, mais en tout cas j'ai pu effectivement le consulter. Ensuite, cette notion de geste guérisseur était aussi assez inédite puisque je m'apercevais rapidement que la plupart des travaux qui existaient sur la médecine ancienne, en fait, c'était davantage focalisé sur le côté intellectuel de la médecine ancienne. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire sur le fait de considérer la médecine comme une démarche scientifique, intellectuelle, considérer les médecins comme eux-mêmes étant des scientifiques, ce qui a une part évidemment de pertinence, mais le problème c'est que en faisant ça quasiment tout le temps, on occultait, on oubliait le fait que les médecins soient aussi des artisans, des gens qui travaillaient de leurs mains, qui avaient en fait ce qu'ils revendiquent eux-mêmes comme étant une techné, donc une technique médicale, une diétrimée techné, donc la technique médicale pour soigner. Et sur cette thématique-là, il y avait beaucoup moins de travaux. Donc pourquoi? Parce qu'on a tendance souvent dans certaines traditions à mépriser un petit peu ce qui est matériel et technique par rapport à ce qui est conceptuel, sans doute. Et du coup, il y avait là, à mon avis, une certaine lacune. En tout cas, c'est très déséquilibré. Donc, le fait de travailler sur des gestes pouvait contribuer à rétablir un petit peu d'équilibre. Donc, par exemple, les productions souvent s'intéressaient à des notions comme la théorie des humeurs, qui était développée par les hippocratiques. Ça, il y a une bibliographie qui est énorme là-dessus. La manière dont les médecins conçoivent les maladies, la santé, les rapports du corps avec le reste de l'univers, tout ça, il y avait beaucoup de choses, mais par contre, sur concrètement ce que faisaient techniquement les médecins, là, il n'y avait effectivement pas grand-chose. Par exemple, donc la grande somme sur l'histoire de la médecine antique, bon après il y a eu toutes les périodes d'ailleurs, c'est les ouvrages de Mirko Grmek qui était à l'EPHE et en témoigne bien son titre, l'histoire de la pensée médicale en Occident. Donc on voit bien que c'est plutôt cet aspect intellectuel de la médecine qui a longtemps intéressé. Alors tout de même, j'allais pouvoir quand même m'inscrire dans certains courants historiographiques, évidemment, qui allaient m'être très utiles, avec cette notion de geste guérisseur. Le premier, c'était l'histoire anthropologie, plutôt même chronologiquement anthropologie et ensuite histoire du geste. Donc là, je découvrais une intéressante bibliographie. D'abord, évidemment, qui trouvait ses racines dans les écrits de l'anthropologue Marcel Mauss, qui dans les années 1930 avait écrit un article vraiment fondateur en la matière, qui s'appelait Les techniques du corps, dans lequel Marcel Mauss explique, ce qui peut paraître assez évident aujourd'hui, mais à l'époque c'était nouveau de le dire, que tous les gestes, toutes les actions, en fait, sont socialement apprises, sont inculquées par l'éducation et par la socialisation. Même les gestes les plus banals, donc également les gestes techniques. Cette idée avait été reprise ensuite, toujours en anthropologie, par André Leroy-Gourand dans Le geste et la parole en 2 tomes. Donc là aussi, il continuait à travailler sur cette notion de geste en anthropologie, en le mettant en rapport avec aussi la parole et montrer comment
ces deux types d'actions s'étaient mis en place progressivement dans les sociétés humaines. Voilà. Et les historiens, ensuite, à partir des années 80, se sont emparés finalement de cette thématique du geste pour commencer à essayer de faire l'histoire des gestes, même si c'est une histoire évidemment difficile puisqu'elle implique une reconstitution parfois. Alors, on peut prendre l'exemple, évidemment ici c'est pas du tout exhaustif hein, là ce que je présente, mais quelques titres pour exemple. Les travaux de l'historien médiéviste Jean-Claude Schmitz, donc ici donc une sorte de numéro de revue spécialement consacré à ça, et également en 90 la raison des gestes dans l'Occident médiéval. Les travaux donc, du néerlandais Jan Bremer également. Et finalement, donc en France aussi, dans les années 2000, on a quelques productions. Là, vous voyez, donc je crois que c'était des actes d'un colloque, des gestes en histoire, forme et signification, digestualité médicale, guerrière et poétique. Donc là, on a le geste médical. Donc ça m'intéressait évidemment particulièrement, même si il ne me semble pas que là, il était question d'antiquité. Donc cette histoire du geste, évidemment, allait être mobilisable. Un deuxième courant historiographique dans lequel j'allais pouvoir m'inscrire était l'histoire de la médecine ancienne, alors une histoire un petit peu traditionnelle aussi, une histoire qui souvent considérait la médecine comme étant en fait une démarche scientifique, voilà, et qui aurait progressé donc par avancées successives, s'acheminant vers toujours plus d'efficacité, disons, donc la médecine ancienne et la médecine même en général, je dirais. Et dans le cadre de cette histoire un peu traditionnelle de la médecine, on considère que de grandes figures médicales, de grandes figures de médecins, comme par exemple Hippocrate, Galien, Ambroise Paré, etc., jouent un rôle de pionnier, faisant avancer celle-ci. Alors c'est une histoire qui est évidemment très intéressante et qui, cette perspective-là, se pratique depuis l'Antiquité. Elle a aussi quelques limites, bien sûr. Sa limite, c'est d'être assez internaliste, hein, c'est-à-dire que souvent, on utilise l'histoire, on va faire l'histoire de la médecine un petit peu en interne pour elle-même, sans essayer de faire dialoguer les pratiques médicales avec le reste des pratiques sociales. En fait, finalement, on va isoler un peu la médecine de la vie sociale autour, par exemple en Grèce ancienne ou à Rome, de la vie de la cité. Ça, c'est un peu son défaut. Mais évidemment, il y a quand même de très bons travaux dans ce courant historiographique. C'est celui, par exemple, qu'Émile Littré adoptait dans les commentaires qu'il faisait de l'œuvre d'Hippocrate. Hein. Vous savez que Émile Littré est le premier à avoir traduit intégralement en français l'œuvre d'Hippocrate au XIXe siècle sur une vingtaine d'années. Et il fait aussi des commentaires avant chaque livre qui sont quand même très pertinents. Et puis ensuite, c'est toute l'équipe, donc il y a pas mal d'ouvrages là qui nous ont été proposés là, pour illustrer. Évidemment, donc, Jacques Joanna, c'est un grand nom donc, de l'université Paris 4 Sorbonne, donc dans un UFR plutôt de grec ancien, donc à la base ce sont plutôt des hellénistes, qui, avec les gens avec qui il a travaillé ou qu'il a formé, hein, comme Véronique Boudon-Hulot, Florence Bourbon, je pense aussi à Robert Joly, eh bien, en fait, ont réédité beaucoup dans les BD que vous avez là sur le côté, les textes hippocratiques ou galéniques, et écrit aussi des synthèses. Hein. Ici, c'est une synthèse sur Hippocrate et plus généralement le travail des médecins de l'époque. J'allais pouvoir également m'appuyer sur les apports de l'archéologie, et là, c'était beaucoup les travaux de Véronique Dazen, une chercheuse, enseignante-chercheuse suisse. Là, je vous ai mis qu'une petite sélection de ses travaux. Donc, Véronique Dazen, elle peut-être pas directement spécialiste d'histoire de la médecine, mais elle travaille en fait sur l'histoire du corps
l'histoire des périodes de la vie, de la norme corporelle, des différences par rapport à la norme, la généralité, voilà. Et du coup, elle est quand même très très forte en histoire de la médecine. Elle travaille beaucoup avec comme source des objets. Et elle est également archéologue, donc cette approche-là était très précieuse. Et j'ai eu la chance de bénéficier de son expertise dans mon comité de suivi de thèse. Donc, tout au long de ma thèse, elle a régulièrement relu et on a pu échanger. Et elle était également dans mon jury. Enfin, le courant d'histoire sociale de la médecine m'a aussi beaucoup stimulée pour écrire cet ouvrage. Enfin, d'abord la thèse, ensuite l'ouvrage. Alors là, il a fallu que j'aille chercher ailleurs que dans l'histoire de la médecine ancienne pour me former à ce courant-là. C'est dans un séminaire que je suivais à l'EHESS, animé par Raphaël Mandressi, donc un moderniste, que j'ai pu me former à cette histoire sociale de la médecine. Donc en fait, c'est un courant qui réinvente un peu la manière d'étudier la médecine passée. Et en France, le pionnier en la matière, ça a été Jacques Léonard. Donc Jacques Léonard, c'est un historien contemporaniste qui, dès les années 60, en fait, inspiré aussi par les études foucauldiennes, qui datent de la même époque, et bien, va aborder l'histoire de la médecine d'une manière un petit peu différente. Donc, il va décentrer finalement son attention de la démarche scientifique qui normalement avait intéressé jusque-là, et lui va davantage s'intéresser à la médecine comme un objet social finalement, donc les pratiques des médecins, c'est-à-dire quels acteurs, quels rapports de domination éventuellement médecin-patient, quelles sont les conditions d'exercice de la médecine concrètement. Le positionnement social des médecins dans la société. Donc évidemment, moi, vous voyez les titres, vous voyez sur quoi travailler Jacques Léonard, c'est pas sur le fond que ça allait m'aider, mais en revanche, c'est sur le type de questionnement que ça pouvait renouveler peut-être la manière d'interroger le travail des médecins antiques. Pourquoi pas. Dans cette histoire sociale de la médecine, il y avait aussi un article qui m'a beaucoup marqué, qui a marqué tout le monde, qui est vraiment remarquable, qui avait été écrit dans les années 80 par le Britannique Roy Porter, qui s'appelait donc, si on traduit, la perspective, le point de vue du patient, faire l'histoire médicale par le bas. En fait, dans cet article, Roy Porter expliquait que si l'on ne considérait que le point de vue des soignants, des médecins, eh bien, on passait à côté de faire la bonne histoire de la médecine parce que une interaction médicale, en vérité, se fait forcément à deux, médecin-patient, et que jusqu'à présent, on avait complètement négligé ce point de vue des patients. Du coup, il fallait changer de perspective, étudier tout autant celle des patients si on pouvait que celle des médecins, et quitte à peut-être diversifier les sources qu'on utilisait. Ne pas regarder par exemple que les traités médicaux, mais essayer d'aller voir d'autres sources qui pouvaient parler de la manière dont les soins avaient été reçus. Donc par exemple pour l'histoire contemporaine, essayer de retrouver des journaux intimes de gens qui avaient été malades et soignés pendant longtemps. Ce genre de choses par exemple. Donc ça aussi évidemment c'était quelque chose que j'ai gardé en tête. Évidemment, il faut pouvoir le faire aussi avec les sources dont on dispose en histoire ancienne. En histoire ancienne, d'ailleurs, ce courant de l'histoire sociale de la médecine a été fort peu représenté, mais je trouve que quand même, il y a eu quelques ouvrages qui semblaient s'inscrire dans cette perspective-là. Par exemple, les travaux de Caroline Husquin. Donc, elle avait publié cet ouvrage qui est issu de sa thèse aussi, qui s'appelait L'intégrité du corps en question, perception et représentation de l'atteinte physique dans la Rome antique. Et en fait, Caroline Husquin, me semble-t-il, arrivait à bien faire dialoguer la question du handicap sur lequel elle travaille à Rome avec la vie sociale romaine et les représentations. Donc pour moi, elle fait quand même quelque chose qui relève de l'histoire sociale de la médecine. Il faudrait ajouter aussi un dernier courant qui est l'histoire des femmes, bien sûr. Enfin, pour moi, c'était évident
que j'allais à chaque fois me poser la question sur toutes les sources sur lesquelles je travaillais. Est-ce que le patient c'est un patient ou une patiente? Est-ce que le traitement change? Est-ce que la manière de considérer les corps diverge aussi en fonction de ça? À Paris 1, en master, on avait été évidemment très bien formés à ce genre de questionnement, et il était évident que je les avais tout le temps en tête en travaillant sur mes sources. Donc voilà, au carrefour de ces différents courants, je pouvais démarrer mes recherches. Bon, là j'en parle comme ça très clairement, mais en fait évidemment c'est des mois, voire des années pour arriver à clarifier un petit peu ça. Et la problématique se divise évidemment en plusieurs questions qui pouvaient du coup se décliner de la manière suivante. Quels étaient les gestes de soins ou les gestes guérisseurs pratiqués par les Grecs des époques archaïques et classiques? Qui est-ce qui avait le savoir-faire et la légitimité également pour les réaliser? Comment est-ce qu'ils étaient reçus, donc par celles et ceux à qui ils étaient dispensés? Et d'une manière générale, comment est-ce que le public, même le public, les gens non concernés, se représentaient les gestes médicaux ou les gestes réalisés dans les sanctuaires? Voilà un petit peu les questionnements sur lesquels je partais et qui m'ont animé pendant toutes ces années de travail. Ce qui m'amène donc à ma deuxième partie de présentation, les sources et la méthode de travail. Alors, les sources, c'est comme d'habitude quand on fait une thèse d'histoire, déjà c'est d'essayer de réunir un corpus. Et ce corpus, évidemment, dans mon cas, rassemble tous les gestes guérisseurs que j'ai pu trouver. Alors évidemment, dans des sources diverses. Le premier type de source, ce sont quand même les textes médicaux et également d'autres textes qui mentionneraient des gestes guérisseurs. Alors, les principaux textes médicaux, évidemment, viennent du corpus hippocratique, dont j'avais pu commencer à expérimenter un peu l'étude en master. Alors, ce corpus hippocratique, donc c'est pourquoi on ne dit pas Hippocrate directement, parce que seulement une petite partie de ces textes-là ont été véritablement écrits par l'Hippocrate historique, qui est un médecin qui a véritablement existé. Donc, c'est en tout une soixantaine de traités qui ont été à un moment réunis, un peu plus tardivement que le moment où ils ont été écrits, dans la bibliothèque d'Alexandrie. Donc c'est une soixantaine de traités, très différents en vérité les uns des autres, qui parfois peuvent, même sur certains points, s'opposer, mais une partie d'entre eux donc, a été rédigée par peut-être ce médecin Hippocrate, une partie un peu plus élargie par des disciples, peut-être qu'il aurait eu, et ensuite peut-être par une autre école pour compléter. Voilà. Ils ont quand même toujours été présentés comme formant un ensemble. Et ils prennent différentes formes. Donc si vous travaillez un peu dessus, vous voyez que selon le traité sur lequel on travaille, ils sont un petit peu différents. Soit ça peut être des exposés généraux qui présentent la manière de penser des médecins, et à ce moment-là, c'était peut-être des écrits de type scientifique, destinés à être lus en conférence, finalement. Ça peut être aussi des manuels de médecine destinés à des étudiants, en fait. Je donnerai un exemple d'ailleurs tout à l'heure. Et donc moi, en fait, ce que j'essayais de traquer dans ce corpus hippocratique, évidemment, c'était toutes les mentions de gestes. C'était impossible de les recenser tous parce que finalement, c'est un corpus quand même immense. Mais évidemment, je procédais par échantillonnage et j'en ai relevé tout de même beaucoup. Donc un exemple, par exemple, de gestes qu'on voit apparaître dans un ouvrage qui s'appelle Aphorismes et qui était destiné là à des étudiants en médecine, des apprentis. Donc les aphorismes, ce sont des petites maximes assez courtes, faciles à mémoriser. Et il y a cet aphorisme qui est bien connu: ce que les médicaments
ne guérissent pas, le fer le guérit. Ce que le fer ne guérit pas, le feu le guérit. Ce que le feu ne guérit pas doit être regardé comme incurable. Donc dans cet aphorisme, on a la mention de gestes guérisseurs d'une manière générale, puisque le fer désigne par métaphore ou synecdoque tout ce qui est incision, donc la chirurgie en fait finalement, et le feu c'est la cautérisation dont il est question. Donc on a les trois grandes catégories de thérapeutiques qui étaient dispensées par les médecins grecs, les médicaments, qui peuvent être des remèdes oraux, des préparations ou des remèdes à appliquer sur la peau, sur les membres. Le fer, donc c'est tout ce qui est chirurgie, et le feu, donc la cautérisation. Et on aurait, vous voyez, une sorte de hiérarchie, de gradation finalement dans ces thérapeutiques, ce qui ne peut pas être soigné par la cautérisation est regardé comme incurable, selon cet aphorisme. Voilà, donc un exemple là destiné aux étudiants. Sinon, d'autres exemples sur la manière dont les médecins considèrent leur capacité à exercer des gestes, la dimension artisanale quelque part de leur métier. Donc dans Officine du médecin, qui est un traité, donc Officine c'est le cabinet médical, un traité qui explique comment on doit tenir justement une officine et quelles sont les bonnes conditions de travail pour le médecin. Donc un traité qui était très intéressant pour moi évidemment. On peut lire la chose suivante, donc sous-entendu il faut pratiquer tout geste en agissant avec chaque main et avec les deux ensemble, car toutes les deux sont semblables, en cherchant à le faire bien, avec beauté, rapidité, absence de fatigue, bon rythme et aisance. Donc vous voyez par tous ces adverbes-là, dans le texte en grec, toutes les qualités que doit avoir le geste du médecin. Et c'est un petit peu surprenant, puisque, il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes. On voit déjà que le médecin est censé être ambidextre, donc il est censé vraiment être capable de faire les mêmes choses d'une main et de l'autre. Il est censé aussi, bon, ça c'est pas très surprenant, faire un geste plutôt rapide, rythmé, pertinent. Bon, évidemment, ça c'est pour essayer d'être efficace et de limiter au maximum les éventuelles douleurs chez le patient. Mais aussi, il y a une dimension esthétique, ce geste aussi doit être beau à voir. Et là, ça nous renvoie à une espèce de dimension performative qu'avait la médecine ancienne, puisque, contrairement à aujourd'hui où il y a une sorte d'intimité quand même des consultations médicales dans un cabinet ou à l'hôpital, dans l'Antiquité, le soin médical relève plutôt du spectacle. Il y a toujours des gens qui assistent en fait aux soins médicaux, qu'ils soient dispensés au cabinet médical ou au domicile des patients. Il y a toujours des gens autour. Et c'est pour ça que les médecins ont un espèce de souci de leur style, quelque part. Ils ont un style en opérant. Un exemple, enfin, pour terminer là-dessus, de geste qui est proposé comme un traitement. Voilà, donc là, c'est dans le traité articulation, comme son nom l'indique, qui traite des articulations, mais des luxations, des fractures aussi, un petit peu dans ce traité. On peut lire, le médecin doit posséder l'expérience de beaucoup de choses, et entre autres du massage, le mot restant le même, mais le résultat est loin de l'être. Le massage resserrera une articulation trop lâche et relâchera une articulation trop rigide, mais nous déterminerons les règles du massage dans un autre traité. Il convient de masser une épaule dans cet état, donc une épaule luxée, avec des mains douces et dans tous les cas avec ménagement. Donc là, en vérité, on a assez peu de choses sur cette dimension des massages que devaient maîtriser les médecins grecs, parce que ce traité-là dont il est question n'a pas été retrouvé. Donc malheureusement, nous ne l'avons pas. On a des petites mentions ailleurs, comme ici, qui nous montrent donc que le terme utilisé pour le massage, donc c'est dans le texte la anatriasis,
stripsis, frotter ou frictionner. Et donc voilà, il nous explique ici que le médecin doit maîtriser cette technique-là, allant des massages légers aux plus puissants, et bien les adapter selon la condition, la pathologie du patient. Donc, j'ai consacré, pour un peu synthétiser là-dessus, en fait, finalement, 3 chapitres dans ce livre, dans la thèse et ensuite dans ce livre, à ces gestes qu'on peut trouver dans le corpus hippocratique. Donc, j'ai essayé de n'en oublier aucun, de tous les référencer et de les analyser dans une synthèse. Voilà. Donc, c'est l'objet de la 3e partie de l'ouvrage, qui s'intitule, vous voyez, Typologie des gestes médicaux à l'époque classique. Donc, j'ai essayé de faire un classement qui ait un peu de sens. Alors, en mettant d'abord les chapitres 7 et 8, respectivement, d'abord le chapitre 7, vous voyez, sur les gestes non invasifs. Donc, qu'est-ce que j'appelle non invasifs? Ce sont des gestes qui ne vont pas occasionner d'effraction de l'enveloppe corporelle, donc pas d'incision. Voilà. Donc, ça peut être considéré comme des gestes évidemment plus doux pour le corps. Donc là, dans ce chapitre-là, nous retrouvons d'abord, je suis partie de ce qui semblait le moins invasif pour le coup, c'est-à-dire les pratiques liées au bain thérapeutique, souvent par l'aspersion. Ensuite, il y avait tout ce qui était les applications externes sur la peau, donc par des saupoudrages de substances, des enduits, le fait de fomenter, c'est-à-dire les fomentations, c'est le fait de poser souvent des pâtes avec des substances actives sur la peau et de jouer sur la chaleur pour faire pénétrer ces substances actives. Aussi donc quelques éléments sur la kinésithérapie et l'orthopédie, le redressement des colonnes vertébrales, des pieds beaux par exemple. Et tout ce qui concernait aussi les bandages, qui étaient un des gestes les plus faits, certainement, dans les cabinets médicaux. Dans le 2e chapitre de cette partie, donc c'était le chapitre 8, là c'était les gestes invasifs que nous on qualifierait de chirurgie, donc la chirurgie hippocratique. Alors, là, en partant des choses les plus légères, c'est l'application de ventouses, qu'on faisait beaucoup. D'ailleurs, les ventouses sont un thème iconographique important. Dès qu'on voit une ventouse sur un vase ou sur un relief, ça signifie qu'on est dans un contexte médical, accroché sur le mur en arrière-plan, souvent. Donc là, il s'agissait de regarder concrètement pourquoi est-ce qu'on s'en servait. Tout ce qui est incision, donc évidemment cette thématique de la saignée pratiquée à l'époque et pratiquée après jusqu'au XIXe siècle, en médecine d'ailleurs. Donc à quoi servait-elle? Comment était-elle pratiquée? Les cautérisations, les injections et même donc les trépanations, dont il y a des mentions dans le corpus hippocratique et dont nous savons par l'archéologie que on a retrouvé certains squelettes qui nous montrent qu'effectivement certaines personnes survivaient plusieurs mois, quelques années, à des trépanations. Je travaillais enfin, et je l'ai mis dans un chapitre à part, toujours dans cette même partie, sur les gestes gynécologiques. Alors pourquoi est-ce que j'ai travaillé à part là-dessus? Parce que déjà, la gynécologie fait l'objet de traités séparés chez Hippocrate, qui étaient écrits par des médecins vraisemblablement spécialistes de cette... c'est un peu anachronique de dire spécialité, voilà. Et donc montrer comment une technique assez invasive en matière de gynécologie était mise au service de la procréation. L'enjeu dans le corpus hippocratique de la gynécologie, c'est pas le bien-être évidemment des femmes, je dirais, c'est qu'elles arrivent à procréer. Alors, du coup, là, je regardais, j'ai recensé et je travaillais sur les gestes qui étaient faits. Donc déjà, je
j'ai pu montrer en faisant des comptages que c'était un domaine de soins dans lequel il y avait plus de gestes invasifs que dans le reste du corpus hippocratique, à hauteur de 60% des thérapies qui sont des gestes plutôt invasifs. Donc c'est quand même beaucoup. Mais il est également possible, vous voyez, de soigner par des applications externes, donc soit sur le ventre, soit sur les organes génitaux. Puis après, voilà, il y a aussi des choses plus invasives, des injections, les fumigations, que vous voyez notamment la page 299. Les fumigations sont vraiment le geste de soin gynécologique qui n'existe pas ailleurs, et qui est utilisé vraiment uniquement dans ce contexte gynécologique. Donc c'est l'idée de s'asseoir au-dessus d'un petit brasero et de faire brûler des substances actives dont la fumée, en se dégageant, agissent sur la matrice, le système génital, pour essayer donc de guérir les maux rencontrés par la matrice. Voilà. Donc des ovules également, des ovules et des pécères, donc c'est des dispositifs intravaginaux par insertion qui permettent de diffuser des substances actives. Ensuite, des gestes abortifs, ce que j'appelle les gestes abortifs, c'est les gestes liés aux avortements. Donc, dans certains cas, évidemment, dans le corpus hippocratique, c'est le cas souvent des fœtus qui ne sont pas viables, qui sont morts en fait, et qu'il faut, sous peine de menacer la vie de la femme, qu'il faut essayer d'évacuer. Ensuite, il y a les gestes liés à l'accouchement, et les gestes aussi du postpartum, immédiatement après l'accouchement. Donc ce sont plutôt des gestes plus violents qu'ailleurs, en fait, dans ces traités gynécologiques. Et c'est des gestes qui s'accompagnent souvent de thérapies sans doute difficile quand même à vivre. Par exemple, ça pouvait s'accompagner de privation de nourriture ou d'eau pendant plusieurs jours. Voilà, de faire des fumigations toute la journée sous une couverture pour éviter que les fumées s'échappent. Et donc, en fait, on les inhalait aussi. Enfin bon, c'était des thérapies vraiment de choc. J'essayais de varier aussi les textes sur lesquels je travaillais, de ne pas rester uniquement sur le point de vue des médecins et du corpus hippocratique. Et donc j'allais voir du côté aussi des récits mythiques pour écrire une autre partie. Donc c'était surtout les écrits homériques dans lesquels je trouvais des gestes guérisseurs ou les écrits aussi du pseudo-Apollodore. Donc quand il mettait en scène un geste guérisseur, je le prenais dans mon corpus, et là je pense que le corpus que j'ai est à peu près exhaustif pour le coup, puisqu'il n'y en a pas énormément, quelques dizaines seulement. Donc un exemple, par exemple, dans l'Iliade d'Homère qu'on peut prendre, c'est cette pratique du diosmos, le diosmos qui consiste pour les guerriers de l'Iliade à s'extraire une pointe de flèche qu'ils viennent de recevoir dans le cadre du combat. Alors, on peut lire, donc il y a 4 ou 5 exemples, me semble-t-il. Donc là, vous en avez un parmi les autres. Donc c'est... là, nous sommes au chant 5 de l'Iliade. C'est le guerrier Diomède qui est atteint à l'épaule droite par une flèche, lancée par les Troyens, donc. Et il sollicite du coup le secours de son camarade Sténélos. Nous pouvons lire ceci. Au vers 111-113, il dit, et Sténélos saute du char à terre, il s'approche et, de l'épaule, il lui tire le trait rapide dans le sens où il est entré. Le sang gicle à travers la tunique, la souple tunique. Donc, dans le corpus hippocratique, on n'a pas d'allusion à cette pratique qui consisterait donc à enlever directement les pointes de flèche. Au contraire, même, on a l'impression quand on lit le corpus hippocratique et quand on lit les inscriptions aussi dans les sanctuaires, que les médecins recommandaient plutôt de laisser en fait ces pointes de flèche parce qu'on peut vivre en fait en vérité, il y a une espèce de cicatrisation qui s'opère parfois si ça n'a pas évidemment tranché des artères ou des choses comme ça.
on peut vivre avec une pointe de flèche ou même une pointe de lance, selon notre occurrence, pendant plusieurs années quand on est vétéran. Donc les médecins en fait, de l'époque classique, à mon avis, n'opéraient pas ce genre de choses. Et là, donc on est à l'époque archaïque, du coup, il semble que cette pratique ne soit pas à prendre comme quelque chose évidemment de réaliste. C'est plutôt une fonction qui est d'impressionner les lecteurs ou les auditeurs de l'Iliade, là, de les édifier, de leur montrer le courage héroïque dont font preuve ces guerriers, tout en opposant ce courage et cette absence de douleur à la lâcheté des Troyens qui, eux, donc, utilisent des armes, des projectiles, contrairement aux Achéens. Donc l'envoi de projectiles qui est donc l'inverse du corps à corps. Et les Achéens, non seulement ne succombent pas à ces blessures, mais en plus, ils se soignent eux-mêmes voilà, en s'arrachant mutuellement ces flèches-là du corps, et sans même faire appel à un médecin militaire, pourtant qui ont toujours existé aussi. Voilà, donc ça n'a certainement rien de médical, et la raison pour laquelle aussi il faut éviter d'arracher ces flèches-là, c'est qu'elles sont barbelées, hein, c'est-à-dire qu'elles ont des espèces de petits pics qui sont faits pour arracher les chairs au passage. Donc les arracher dans un sens d'ailleurs comme dans l'autre est évidemment très déconseillé. Dans ce corpus, j'ai essayé aussi de mobiliser des inscriptions qu'on a pu retrouver, donc de l'épigraphie. Là, c'est dans le contexte des sanctuaires, donc notamment le sanctuaire guérisseur le plus fréquenté à l'époque classique, qui était celui d'Épidore, un sanctuaire consacré à Asclépios. Donc là, en fait, on a ce sanctuaire qui est vraiment en plein boom à l'époque classique, fin 5e siècle et surtout 4e, qui attire énormément de pèlerins, de pèlerines. Et les gens viennent dans l'espoir de trouver la guérison auprès de cette divinité. Donc il y a tout un tas de rituels quand vous arrivez dans le sanctuaire. Déjà, vous vous acquittez de certains frais, évidemment. Et puis ensuite, vous avez donc des purifications et vous pouvez dormir sous un portique. Alors dormir, en vérité, vous allongez, hein, c'est pas dormir, pas le terme qui est utilisé, c'est s'allonger sous le portique sacré, de la partie sacrée du sanctuaire. Et là, si vous avez de la chance, la divinité va se manifester à vous sous forme d'une sorte d'épiphanie. Et à la période classique, dans cette épiphanie divine, les personnes vont souvent voir le Dieu qui va directement venir les soigner. Et ils vont sortir de cette épiphanie, de cette sorte de rêve, cette vision, en étant soignés. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on a eu ces inscriptions ? Eh bien, c'est parce qu'elles étaient gravées sur des grandes stèles monumentales qui se trouvaient à l'entrée du sanctuaire. C'est-à-dire que les pèlerins, quand ils arrivaient, s'il y avait un petit peu d'attente, eh bien, ils avaient tendance naturellement à se diriger vers ces stèles, les lire. Et c'était des récits un petit peu édifiants des guérisons les plus spectaculaires qui s'étaient produites et qui étaient censés aussi les mettre en condition. Quand vous disiez ça dans l'entrée dans le sanctuaire, ça vous mettait certainement dans les meilleures conditions psychologiques pour vous-même avoir cette vision quelques heures plus tard. Alors, beaucoup d'exemples évidemment sont traités, et là je pense aussi pouvoir avoir eu un corpus assez exhaustif des gestes qui apparaissent. Un exemple, donc on a d'abord le nom et l'origine de la personne, Alcestas d'Algéis. Celui-ci vint avec une cécité et eut une vision en songe. Il croyait que le dieu, en s'approchant de lui ouvrait les yeux avec les doigts et que d'abord il voyait les arbres du sanctuaire. Le jour venu, il partit en bonne santé. Donc le modèle que vous avez là, présentation de la personne, en quelques mots ce qui s'est passé, et ensuite le lendemain il repartit en bonne santé et repris de la même manière, hein, de récit en récit. Parfois ils sont un petit peu plus longs. Donc nous voyons là que le pèlerin il visualise carrément Asclépios en train de lui écarter diagène les yeux,
et ce geste lui rend la vue. Donc là, il n'y a aucun rapport en fait avec les gestes médicaux évidemment des médecins. Et il y a toute une part de l'historiographie des sanctuaires qui a essayé de faire un parallèle entre Asclépios, qui serait une sorte de médecin sacré. En fait, moi je considère que ça ne fonctionne pas parce que généralement les verbes qui sont utilisés pour décrire l'action d'Asclépios ou d'Amphiaraos dans notre sanctuaire ne sont pas des verbes qui sont utilisés dans le corpus hippocratique et les actions non plus. Donc en vérité, ça me semble être une fausse piste. Dans le contexte des sanctuaires, c'est totalement autre chose. Ces récits sont faits pour montrer la puissance divine en action, le toucher divin du Dieu, mais en fait, il ne parle pas de médecine. Je ne crois pas du tout qu'il faille aller sur cette piste-là et qu'il faille reconstituer d'ailleurs les vraies pathologies de ces pèlerins ou la manière dont ils auraient pu être soignés dans le sanctuaire. Je ne pense pas qu'il soit question de ça. Mais pour autant, j'ai quand même évidemment consacré une partie de l'ouvrage à ces gestes-là qui ne sont pas dénués pour autant d'intérêt, simplement ils parlent d'autre chose que de médecine. Ils parlent plutôt d'une façon dont les Grecs se fantasmaient une sorte de geste guérisseur qui puisse fonctionner. Et rien que ça, en termes de représentation, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Ces gestes, nous les voyons aussi dans l'iconographie, parce qu'on a pu retrouver ce genre de relief dans les sanctuaires. Donc là, ici, c'est plus Asclépios, mais c'est une divinité qui lui ressemble beaucoup. Un héros guérisseur qui s'appelle Amphiaraos. Donc on est à Oropos, quelques kilomètres au nord d'Athènes, une cinquantaine de kilomètres au nord d'Athènes, où les vestiges sont toujours visibles de ce sanctuaire d'Oropos. Et vous voyez donc Amphiaraos qui guérit un certain Archinos. Donc comment on le sait? C'est parce qu'on a cette phrase, je ne sais pas si vous voyez au pied des personnages, qui dit, si on traduit, Archinos l'a consacré, donc ce relief, à Amphiaraos. Donc nous savons de qui il s'agit. Alors pour en faire un petit commentaire, vous voyez sur la corniche haute du relief les deux yeux qui montrent la présence divine déjà. Et l'objet, en fait, il était, vous le voyez, on a la base du pied sur lequel, en fait, ça fait une espèce de tableau qui était mis sur un pied et offert, consacré dans le sanctuaire par, donc, sans doute, ce monsieur Archinos qui y a trouvé une guérison, une forme de guérison. Et en fait, beaucoup de spéculations pour essayer d'analyser ce qui se passe sur ce relief, qui est l'un des mieux conservés sans doute. Donc on a une première scène au premier plan où on reconnaît certainement Amphiaraos qui soigne Archinos, donc qui est un jeune homme, on le voit, à l'épaule, avec une sorte d'objet non identifié, un petit peu arrondi. Voilà, donc c'est d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai repris ce relief-là en couverture, et c'est ma sœur qui a fait le dessin, puisqu'elle dessine très très bien. Donc, on ne sait pas ce qu'est ce geste. Est-ce que c'est une petite incision? Est-ce que c'est une application d'un produit avec une spatule? Tout est possible, on ne saura pas. À l'arrière, vous avez une autre scène, donc voilà ici, où on a Archinos qui est allongé donc dans le portique d'incubation, c'est ce qu'on comprend, et il a un serpent, vous le voyez, qui vient le mordre, ou en tout cas appliquer sa langue sur lui, au même endroit, sur la même épaule, que donc, dans la première scène, Amphiaraos le soigne. Voilà. Et derrière, on a même une troisième scène, donc il y a des tas de mise avec donc, le relief qu'après il va offrir, qui est représenté ici, vous le voyez. Bon. En fait, vraisemblablement, donc c'est la même scène qui est représentée plusieurs fois. On a la scène, entre guillemets, la plus réaliste qui se trouve ici, c'est celle de l'incubation. Et métaphoriquement, donc le serpent représente la puissance divine en action pendant l'incubation. Ça renvoie aussi au fait que dans la sanctuaire d'Asclépios, il y avait effectivement des serpents qui étaient considérés comme sacrés
et qui était considéré comme étant un peu le relais d'Asclépios, et du coup on le voit ici aussi, sans doute, d'Amphiaraos peut-être, dans ce sanctuaire de repos aussi. Et au premier plan, c'est donc la vision qu'il a en même temps, où là c'est pas le serpent, mais c'est carrément Amphiaraos. Voilà. Donc c'est pour ça que ce relief il est particulièrement précieux et particulièrement connu, c'est parce que donc il montre comment les gens en fait se représentaient l'incubation, avec donc ces scènes qui montrent la même chose sous des points de vue différents. Quelques autres images, mais en fait en vérité j'en ai très peu, j'ai pu en mobiliser très peu dans ce travail. Donc des scènes hors contexte des sanctuaires qui soient représentées dans l'iconographie. Donc ce petit vase à parfum, cette petite aribelle qui est assez connue, parce qu'elle est très singulière en fait dans le sujet qu'elle représente déjà. Hein. C'est une des seules représentations d'un cabinet médical en fait qu'on ait. Donc on voit sur une des parties de ce vase un médecin qui s'apprête sans doute à réaliser une saignée sur un patient. On le voit parce que y a l'équipement habituel qu'on retrouve dans un cabinet médical, un bassin et cette ventouse sur le mur qui rappelle donc, le contexte de l'officine. Voilà. En vérité, malheureusement, j'en ai trouvé très peu des images qui représentaient des gestes médicaux. Ce que je n'ai pas précisé aussi tout à l'heure, c'est que les textes du corpus hippocratique n'étaient pas à cette époque-là illustrés. Donc, ils ont eu des illustrations, mais beaucoup plus tard, hein, peut-être à partir de l'époque hellénistique. Et du coup, voilà, c'était un corpus iconographique assez restreint finalement. Alors, du coup, forcément, ces différents types de sources, elles ne peuvent pas être forcément étudiées toutes dans des mêmes chapitres, dans les mêmes parties, mais elles se répondent, enfin j'essaie quand même de les renvoyer les unes aux autres à l'intérieur de l'ouvrage. Pour ce qui est de la méthode de travail, c'est une méthode qui n'a pas de réelle originalité, c'est la méthode employée en histoire classiquement. Donc c'était d'abord essayer de faire la recension du maximum de gestes que je pouvais trouver. Donc à l'époque, c'était avant l'intelligence artificielle, donc on faisait ça tout seul nous-mêmes. Tableau Excel et ensuite base de données FileMaker qui était très bien, ça permettait après d'interroger tout ce qu'on avait trouvé. Donc les recenser, mais déjà les mettre dans des bases de données qui permettaient déjà d'en faire une première analyse. Faire aussi, dans les parties où je ne pouvais pas être exhaustive, des comptages, donc sur des échantillons. Donc, par exemple, j'ai pas pu travailler j'ai pas pu relever l'intégralité des gestes qui se trouvaient dans les traités gynécologiques, mais j'avais dépouillé 537 traitements gynécologiques et après je faisais des comptages. Donc, par exemple, j'avais vu que sur ces 537 traitements qui étaient proposés, 327 étaient des gestes, donc ça faisait 61% des thérapies. Le reste était des remèdes oraux. Donc ça, j'ai pas mal fait ça. Et ensuite, je faisais des diagrammes aussi pour essayer d'établir la proportion des traitements. Et on les retrouve dans l'ouvrage. Et j'ai essayé ensuite de faire la synthèse analytique, évidemment, donc c'est ce qu'on rédige. Donc j'avais essayé dès cette époque-là, dès ma première écriture, d'écrire quelque chose d'assez concis, moins de 500 pages, pas d'annexe, en pensant à cette future publication et en me facilitant la vie au maximum à ce moment-là. Donc avoir des parties, des chapitres assez équilibrés, se limiter et avoir une écriture, même si c'est évidemment ce qu'il y a plus dur, la plus claire possible, la plus concise pour que le texte soit accessible à des gens même qui ne seraient pas spécialistes d'histoire ancienne, mais qui seraient intéressés parce qu'ils viennent de l'histoire de la médecine, ou inversement.
Mon souci permanent dans cette synthèse analytique, c'était aussi donc d'apporter d'apporter tout cet éclairage sur les gestes guérisseurs, mais aussi de les resituer dans la vie sociale de la cité grecque, donc d'essayer de les décloisonner du simple milieu médical, et donc d'analyser ces gestes guérisseurs aussi comme des pratiques sociales parmi d'autres. Voilà. Les acquis, pour terminer ma présentation, eh bien, donc, si vous avez pu voir l'ouvrage, vous avez vu qu'il y avait 4 parties. Donc, dans la première partie, c'était celle qui portait sur les mythes. Alors, ça, c'était redoutable à écrire parce que quiconque a déjà travaillé sur des mythes sait à quel point c'est difficile. Il y a plusieurs versions, il y a des gens qui reprennent. Enfin, c'est vraiment cauchemardesque. Mais au final, je suis quand même assez contente parce que là, la thématique des gestes guérisseurs dans les mythes, c'était pas du tout quelque chose qui avait été traité, qui avait intéressé quiconque. Et finalement, c'est pas inintéressant. Donc là, j'avais deux chapitres à l'intérieur de cette partie. Dans un premier chapitre, je regardais en fait tous les mythes, on va dire hors Iliade. Donc c'était plutôt tout ce qui a trait autour, enfin, les Grecs anciens considéraient que l'expertise médicale elle était née en Thessalie, donc une région un peu plus au nord de l'Attique, en Grèce centrale, et que donc le fondateur finalement de cette technique médicale, c'était le centaure Chiron, dont le nom même, Kairos, annonce la dimension manuelle de la médecine grecque. Et ce centaure a formé des héros guérisseurs, enfin, dont on ne connaît pas vraiment ces qualités-là, on les a plutôt retenus pour leur aspect guerrier. Donc par exemple Achille, Jason ont été formés par Chiron et sont en fait des héros qui étaient autant admirés pour leur qualité de combattant que pour leur qualité de guérisseur, qui était réelle et développée. Ensuite, dans un deuxième chapitre, toujours à l'intérieur de cette partie, j'ai travaillé donc sur l'épopée homérique. Et là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les combats à Troie et la manière dont les gestes guérisseurs viennent appuyer l'héroïsme des combattants. Dans ma deuxième et troisième partie, c'est là où vraiment je travaille sur les gestes médicaux du cabinet médical. Et la source majeure, c'est le corpus hippocratique. Donc là, il y a une première partie dans laquelle je travaillais sur le cadre des gestes guérisseurs à l'époque classique, c'est-à-dire en fait à la fois tout ce que les médecins disent, en fait c'est tout ce que les médecins disent de leur pratique, de leur technique, de leur rôle d'artisan en la matière. Donc, quelles sont les conditions pour pouvoir exercer ces gestes dans le cabinet médical, comment transmettre ces gestes aussi à des apprentis, à des disciples. C'est également, j'ai eu aussi une réflexion sur comment est-ce qu'on peut transmettre exactement les gestes grâce à la langue grecque, qui grâce à sa grande souplesse avec un jeu sur les préfixes, notamment des préfixes grecs qui sont très précis, qui donnent la direction des gestes, parfois vers le haut, vers le bas, etc., eh bien, permet, en les accolant à un verbe, de se figurer à la lecture une action finalement assez précise, sans qu'on ait besoin d'illustration. Donc ça, c'était tout ce que je traitais dans cette partie-là, et aussi la manière dont les gestes, donc il y avait aussi ma réflexion sur l'esthétique des gestes, c'est là où j'en parlais. Dans une troisième partie, c'est celle que j'ai détaillée tout à l'heure, en fait la typologie des gestes médicaux, voilà, donc invasif, non invasif et gynécologique. Et la quatrième partie, les gestes guérisseurs divins dans le contexte des sanctuaires. Donc une recension, je pense, quasiment exhaustive de ces gestes-là, pour l'époque classique du moins, et essayer de, donc grâce à cette étude du geste guérisseur, essayer de voir si justement il était pertinent
de comparer les pratiques religieuses de guérison dans ces sanctuaires avec les pratiques médicales. Et je suis plutôt arrivée donc à la conclusion que non. Finalement, pour conclure, qu'est-ce que cette étude m'a permis de montrer? D'abord, je dirais, ce qui n'avait pas trop été fait, c'était montrer la place des gestes guérisseurs dans l'univers mythique, et montrer aussi à quoi ils servent dans le cadre d'un récit mythique, ces gestes. C'est souvent une des composantes de l'héroïsme des personnages, je le disais tout à l'heure, au même titre que celui de combattre courageusement, par exemple. On voit aussi à quelles figures sont reliés les gestes guérisseurs. C'est à des figures toujours masculines. Donc on voit que ça va être vraiment un privilège du masculin de maîtriser ces gestes guérisseurs. Que ces personnages ont appris ces gestes dans le cadre d'un épisode de marginalisation initiatique, c'est-à-dire que au moment de leur jeunesse, à un moment, pendant plusieurs années, ils ont été écartés de la vie sociale et voilà, c'est le centaure Chiron qui s'en occupait, et c'est à ce moment-là qu'ils ont appris ces techniques de soins, et ils les appliquent sur leurs camarades, ce qui montre leur amitié mutuelle. Deuxième conclusion à laquelle j'ai pu finalement arriver, c'est d'établir donc un panorama des gestes médicaux dans les parties 3 et 4, de montrer que les médecins avaient essayé à cette époque-là de se positionner comme vraiment les experts de cette pratique. Ils apprennent ces gestes au contact d'un maître ou en lisant les traités hippocratiques, qui sont donc optimisés grâce à cette langue grecque assez souple pour permettre une bonne transmission. Le point de vue des patients, en revanche, diffère assez. Ce qu'on voit dans le grand public, c'est plutôt une méfiance vis-à-vis des gestes réalisés par les médecins, si ce n'est une méfiance des médecins tout court d'ailleurs. Les médecins sont représentés par le grand public comme étant des professionnels qui vont facilement sortir le scalpel ou le fer à cautériser, et donc du coup en fait inspirer une forme de terreur quand même. On imagine bien, nous sommes évidemment avant l'anesthésie et les résultats de ces opérations sont quand même assez incertains. Mais c'est assez injuste tout de même, je dois dire, parce qu'en vérité, quand on lit le corpus hippocratique quotidiennement, on s'aperçoit que vraiment la priorité des médecins, c'est quand même les thérapies par les remèdes. Il y a des pages et des pages de recettes, de préparations à appliquer ou à ingérer, et que c'est vraiment leur priorité, c'est d'essayer de soigner par ces moyens-là. Voilà. Après, ils peuvent aussi faire de la chirurgie et cautériser, mais ce n'est pas la chose qu'ils essaient de faire en premier, contrairement à l'image qui est véhiculée dans le public. Ensuite, il y a la question des gestes réalisés dans les visions des pèlerins, les pèlerins qui viennent adorer Asclepios ou Anthiaraos. Ces pratiques de soins, elles ne sont pas à mettre en rivalité avec celles des médecins. Elles n'ont pas de rapport avec les gestes médicaux. C'est autre chose. D'ailleurs, on sait qu'il n'y avait pas de rivalité entre les médecins et le personnel de ces sanctuaires médicaux. C'était deux manières différentes d'aborder le soin. Les récits servaient en tout cas à faire la publicité des sanctuaires de guérison qui étaient en plein développement à cette époque. Pour terminer, quelques perspectives qu'on pourra avoir après ce travail-là, évidemment, qui ouvre bien sûr des tas de nouvelles portes. Alors, on pourrait élargir la notion de geste guérisseur à celle des gestes de soins et ne pas se cantonner au médical. Donc, par exemple, essayer de travailler sur les gestes de soins aussi qui sont prodigués au quotidien dans l'oikos, au sein d'une maison, vis-à-vis notamment des personnes un peu plus vulnérables, comme les jeunes enfants ou les personnes âgées, avec qui les gens vivaient. On pourrait aussi aborder le concept de guérison. Là, ce que ça m'a permis de constater, c'est que c'était
un concept vraiment complexe, celui de la guérison. Complexe, polysémique, selon qu'on parle de la guérison pour les médecins ou dans les sanctuaires, on ne parle pas du tout en fait de la même chose, et on pourrait se consacrer pleinement à ça. Une autre piste aussi serait de mettre en perspective les tentatives de rectification des corps, de rendre les corps plus droits. Ces rectifications prônées par les médecins, notamment dans le corpus hippocratique, on pourrait les mettre en relation avec les représentations de la droiture en philosophie et en politique, avec l'idéal du citoyen, notamment chez Platon, et ça permettrait encore plus donc, de faire dialoguer les pratiques et représentations médicales avec celles de la cité en général. Je m'arrête là, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je réponds avec grand plaisir à vos éventuelles questions. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation très très riche, effectivement. Merci. Qui va susciter, je pense, des questions. Oui, je voulais savoir si vous aviez un peu utilisé les travaux de Pierre Sineux, par exemple, et dans quelle mesure, enfin. Alors, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup repris les travaux de Pierre Sineux, effectivement, dans ma 4e partie, sur donc, les sanctuaires. C'est vraiment un historien indispensable sur cette question-là. Notamment pour moi-même déjà comprendre tout ce qui se jouait dans l'incubation, c'était vraiment ces écrits étaient vraiment la meilleure porte d'entrée là-dessus. Et après, Pierre Sineux, il ne s'est pas énormément, il s'intéresse plutôt à l'expérience générale des pèlerins dans les sanctuaires, il me semble-t-il, la géographie aussi propre aux sanctuaires, par rapport à ce qu'il dit sur les gestes réalisés par la divinité, lui, il était un petit peu plus sur la ligne ce sont des gestes qui ressemblent à des gestes de chirurgien. Voilà, sur ce point-là, ça m'a permis, moi, de m'en distinguer et d'essayer de proposer un petit peu autre chose. Mais c'était en tout cas d'excellents ouvrages et articles, très stimulants pour moi, bien sûr. Merci. Oui. Déjà, merci beaucoup pour ta présentation qui était vraiment très claire et vraiment éclairante. Merci. Et tu t'intéresses, tu dis que tu parles beaucoup de l'inscription des médecins dans la société, mais tu ne parles pas trop de la rémunération, de la gratification qu'ils peuvent éventuellement recevoir. Comment est-ce que tu pourrais interroger ça? C'est vrai que c'est une question super intéressante, cette question-là, et qui, en termes d'histoire sociale, est vraiment au cœur de l'analyse qu'on pourrait attendre. Et en fait, c'est vrai que quand j'étais en doctorat, j'avais fait une communication sur cette thématique-là. Mais là, dans le cadre de cette étude précise sur les gestes, finalement, j'ai pas du tout réussi à trouver des choses particulières à dire là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est d'une manière générale par rapport à la consultation, pas par rapport aux gestes forcément. Ces honoraires des médecins, c'est eux qui en fixent, c'est eux qui les fixent, sauf dans un cadre très particulier qui est quand ils sont recrutés pour être des médecins officiels dans les cités. Donc il y a quelques postes comme ça de médecins de cité dans lesquels là, ils ont peut-être des honoraires fixes, où ils sont censés aussi peut-être parfois soigner des populations gratuitement, les populations les plus précaires, mais c'est un cas particulier, sinon la grande majorité des médecins qui travaillent à leur compte fixent eux-mêmes leurs honoraires, et on peut penser que ces honoraires dépendent de ce qui s'est passé pendant la consultation. C'est aussi des gens qui vendent leur préparation, il n'y a pas de pharmacien à l'époque, donc ils ont aussi toute une manière de gagner leur vie qui est de vendre les préparations, les potions, les ovules, tout ça, et ils les préparent à l'avance. Mais c'est intéressant effectivement cette question de la rémunération.
Moi, j'aimerais, merci Léon pour cette intervention, moi j'aimerais avoir votre avis sur la concurrence que pouvait avoir le geste du médecin vis-à-vis du geste de l'entraîneur dans le milieu athlétique. Notamment, vous avez parlé des massages. Je sais que les deux parties ne s'aiment pas beaucoup, notamment dans les traités. Je pense plutôt à Galien peut-être, mais ça remonte déjà à cette période-là. Est-ce que vous avez des connaissances, vous avez posé cette question de cette concurrence du geste médical par d'autres personnes dans la société? C'est vraiment une très bonne idée et j'avoue que je me la suis pas posée et j'aurais dû pour le massage, comme vous dites, c'est intéressant. Et je ne sais pas si pour cette période classique, nous avons assez de sources pour établir un parallèle. Mais alors si vous-même vous avez des informations, même sur la période galénique, ça pourrait m'intéresser et m'orienter vers d'autres sources que je n'ai pas forcément explorées. Mais effectivement, c'est tellement maigre ce que j'ai comme occurrence dans le corpus hippocratique que ça pourrait vraiment m'intéresser. Oui. Et j'ai pas trop le sentiment d'une concurrence à cette époque-là. Vous l'avez pour l'époque romaine? Non, même pour cette époque-là, on a déjà une concurrence entre l'art médical et l'art de l'entraîneur, en fait, qui est déjà présente presque à l'époque archaïque, qui commence à émerger à cette période-là. Du coup, je me posais la question, plus généralement, est-ce que les gens concurrençaient ces gestes médicaux, pas forcément d'entraîneurs, mais d'autres personnes dans la société? Est-ce que vous avez posé cette question-là de manière très large? Alors, la concurrence, moi je la vois dans les passages où les médecins hippocratiques effectivement traitent toutes les autres personnes qui essayent d'intervenir dans le champ du médical en les traitant de charlatans, notamment dans la maladie sacrée. Mais dès qu'on essaye de travailler là-dessus vraiment rigoureusement, on se heurte à quand même le fait que c'est des allusions assez générales et on n'arrive pas trop à voir exactement qui il y a derrière en fait. C'est ça, moi, qui m'a posé un petit peu souci. C'est après, franchement, un travail de recherche en lui-même qui mériterait d'être fait, je pense. Voilà, ouais. Justement, sur ces charlatans, est-ce qu'il y a des descriptions de mauvais gestes, de choses qui sont pas bien et qui seraient mises en perspective avec des bons gestes dans les sources sur lesquelles tu as travaillé? Oui, c'est vrai qu'il y a de la concurrence entre médecins et notamment sur la question des bandages. Les bandages, c'est un geste vraiment sur lequel il y avait une concurrence, il y avait des styles de bandages différents en fonction des médecins. Et dans mon souvenir, j'en parle dans le chapitre, il y a effectivement le médecin qui écrit, l'auteur, il critique d'autres collègues qui font pour faire des bandages de manière très performative, théâtrale. En fait, ce sont des bandages contre-productifs qui vont finalement plus blesser la personne que véritablement lui venir en aide. Voilà, j'ai cet exemple-là que tu peux trouver dans le chapitre sur les bandages. Tout à fait. Quand on parlait aussi des autres personnes, à un moment donné, dans ta partie sur tout ce qui est gynécologie, tu parles aussi des sages-femmes, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément d'éléments concrets sur les gestes que faisaient les sages-femmes, parce qu'on n'a peut-être pas de source. Voilà. C'était quelque chose de peut-être un peu caché, invisibilisé, je ne sais pas. En fait, on a l'impression que sur les sages-femmes, il n'en parle pas beaucoup parce que les sages-femmes étaient des personnes qui intervenaient dans le cadre des accouchements qui n'étaient pas problématiques et pas pathologiques en fait. Du coup, les médecins de cette époque-là, ils n'étaient juste pas appelés en fait dans des conditions normales. Si les choses se présentaient bien, il n'y avait aucune raison de faire venir un médecin. C'est venu beaucoup plus tard dans l'histoire. Le fait que les médecins arrivent vraiment à se proclamer comme des experts dans le champ de l'accouchement, c'est plutôt de même période moderne. Donc à cette époque-là, moi, les gestes dont il est question, c'est toujours des contextes où ça ne va pas du tout, où ça dégénère, où la personne n'arrive pas du tout à accoucher. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de concurrence parce que on n'est pas sur le même terrain et les médecins ne font pas preuve de mépris ou
rivalité vis-à-vis des sages-femmes, des Mayas, elles sont citées, parce que tout simplement, c'est pas le même domaine d'expertise à cette époque-là. Voilà. J'ai une question concernant les sanctuaires. J'imagine que tous les aveugles ne retrouvent pas la vue miraculeusement, donc si on n'a pas de vision ou si on ne guérit pas, est-ce qu'on se met à... Enfin, quelles sont les réactions du public? Est-ce qu'on renie la divinité ou bien... Franchement, on n'a pas de trace c'est là-dessus. c'est une très bonne question, on n'a pas de trace là-dessus. Alors, on a une vision qui est vraiment biaisée, je pense, par les inscriptions, qui sont en fait des récits dont une partie serait peut-être en fait des espèces de légendes urbaines, littéralement, qui auraient été transformées en récits. Et d'ailleurs, on le voit parce que certains noms qui sont donnés sont des noms de gens réels et un peu connus, des rois ou des princesses ou des... Voilà. Donc du coup, c'est ça qui nous fait dire qu'il y a un aspect un peu légendaire dans ces récits-là. Après, franchement, la pratique quotidienne de ces sanctuaires, sans doute qu'il n'y avait pas les mêmes exigences j'imagine, de guérison dans l'instantané, à l'évidence. Une autre source qui est intéressante pour avoir un autre point de vue, j'en ai pas parlé dans la présentation, mais dans le livre j'en parle, c'est l'extrait du Ploutos, la pièce de théâtre d'Aristophane. Je ne sais pas si vous connaissez. Et là, donc, on a le personnage Carion, enfin Ploutos avec un autre personnage Carion qui viennent vivre l'incubation. Et là, en fait, on est dans le contexte de la comédie, donc on a toute une critique et on a, voilà, on voit Asclépios qui vient soigner, mais en même temps les pèlerins qui se volent de la nourriture entre eux dans le portique. Et que des petites scènes marrantes comme ça. Donc là, on a un autre point de vue qui décale un peu le regard et avec peut-être des gens qui étaient un petit peu quand même critiques, voire moqueurs sur ces pratiques-là aussi. Donc il y a d'autres façons de les voir. Et peut-être que les gens, après, quand ils y allaient, espéraient que ça agisse sur le moyen terme et que la divinité allait les accompagner dans les années à venir sur la difficulté qu'ils avaient, qui était souvent pas tellement d'ailleurs une maladie, hein. Là on allait plutôt voir les médecins, mais effectivement plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui nous un handicap. Voilà, mais c'est une bonne question, hein. On peut continuer effectivement à se poser. Est-ce qu'on pourrait comparer avec, je sais pas, par exemple, les gens qui vont à Lourdes? Oui, tout à fait, c'est ça. Enfin, je sais pas, ça n'a rien à voir, mais en même temps, les gens ne sont pas forcément déçus, j'attends pas, mais bon, les miracles arrivent quand même, on le fait quand même. Je sais pas, j'en sais rien, hein. Ça me vient là. Bien sûr. Oui. À quel point les thérapies qu'ils pouvaient préconiser étaient suivies par les populations? Est-ce qu'on le sait? Ou est-ce qu'on a une idée à quel point les gens du quotidien qui venaient les consulter suivaient quotidiennement leur thérapie? Vous avez parlé notamment pour la gynécologie, pour le domaine gynécologique, ces thérapies qu'ils pouvaient proposer. À quel point c'était réellement fait par la population? Franchement, j'adorerais pouvoir répondre, vraiment, j'adorerais pouvoir répondre, mais je n'en ai aucune idée. Le problème, par exemple, pour la gynécologie, c'est que on n'a pas de source qui émane de femmes, hein, tout simplement pour la Grèce ancienne, à part Sappho, et elle ne parle pas, à ma connaissance, malheureusement, des soins médicaux qu'elle aurait reçus. Donc ça, c'est vraiment le biais des sources, il est énorme, et c'est un problème. En lisant après le corpus et les traités gynécologiques, on se dit que souvent c'est pas possible. C'est pas possible pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça a l'air d'être des thérapies extrêmement chères. Alors soit c'est pas possible, soit elles s'adressent à des patients qui viennent de l'élite et qui n'ont pas vraiment de travail à faire. Encore que même les femmes de l'élite avaient du travail en termes de tissage, etc. En fait, elles avaient des choses à faire. Donc ça paraît un peu surprenant de pouvoir arrêter toute activité pendant 3 semaines, de faire que des fumigations, de manger que ceci, que cela. Voilà, pour les femmes de classe entre guillemets moyenne ou populaire, ça paraît carrément impossible. Parce que c'est des traités donc, qui nécessitent, enfin ce sont des traitements qui nécessitent des longues immobilisations, des thérapies extrêmement coûteuses, des privations, ça paraît vraiment compliqué. Donc des fois on a l'impression d'une médecine un petit peu hors sol, quand même. Donc peut-être que les gens en fait
arriver à prendre une partie du traitement, voilà, et il disait oui pour le reste, mais c'est adapté, quoi. Donc c'est sans doute ça. Est-ce que les pouvoirs judiciaires et politiques s'impliquaient un peu sur les gestes médicaux? Est-ce qu'ils en interdisaient, etc., ou laissaient faire les médecins? Est-ce qu'il y a un intérêt pour de la chose publique sur... Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, il n'y a pas d'intérêt... on n'a pas connaissance qu'il y ait des législations là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'il y a cette question du serment d'Hippocrate, qui est un des traités que vous retrouvez dans le corpus hippocratique, et qui donne là des lignes directrices en matière d'éthique du soin. Et il parle de deux choses en matière de gestes. D'abord, l'interdiction pour les médecins de prescrire des PCR abortifs. Donc les PCR, c'est des dispositifs intravaginaux qui vont être sur lesquels on va mettre des substances, et donc là, en l'occurrence, qui vont favoriser un avortement. Donc dans le serment, on lit que ça, c'est interdit de le faire. Voilà. Sans doute parce qu'en fait, c'était extrêmement dangereux et ça mettait la vie des femmes en danger, en fait, ce genre de pratique. Et il est question aussi, alors c'est compliqué selon les traductions qu'on emploie, mais il est question aussi d'interdire la lithotomie, c'est-à-dire les opérations des maladies où vous avez une sorte de pierre qui se forme dans la vessie. En général, ça touche plus les hommes que les femmes, c'est la lithiase aussi, on appelle ça. Et là, il est fait mention dans le serment d'Hippocrate qu'il est interdit pour les médecins d'opérer ce genre de choses. Donc, et on ne sait pas pourquoi. Alors on pense que c'est peut-être parce qu'il y avait un corps de professionnels qui étaient spécialistes de ça, qui ne faisaient que ça, sans s'appeler les médecins, mais voilà, un corps peut-être de lithotone, il me semble, à qui peut-être cet acte-là était réservé. Voilà, c'est à ça que je peux penser pour répondre à votre très intéressante question. Oui, est-ce qu'il y avait des contacts avec d'autres espaces de l'Antiquité? Et si oui, est-ce qu'il y avait du mépris pour ces contacts? Et aussi, est-ce qu'il y avait du mépris éventuellement pour des superstitions, pour des gestes de soins qui ne seraient pas reconnus en tant que médecine par les populations paysannes, par exemple? Est-ce qu'il y a du coup une distinction entre éventuellement une connaissance, une question du statut aussi, peut-être? Il me semble que oui. Alors, du mépris pour d'autres types de façons de se soigner, oui. Donc, notamment dans ce traité, effectivement, maladie sacrée, vous avez la mention de ces charlatans, je ne sais pas trop comment traduire, mais qui sont des gens qui étaient dans la sphère du soin, on comprend, et qui rattachaient en tout cas les maladies à une origine divine. Donc voilà, et qui avaient peut-être leur manière de soigner, qui était différente de celle des médecins. Donc ceux-là, ils sont vraiment vilipendés, critiqués par l'auteur. Et par rapport le fait que les gens se soignent eux-mêmes, ça, il n'y en a pas mention par les médecins, mais c'est évident que ça se pratiquait beaucoup. Les gens achetaient à des rhizotomes sur les marchés. Il y avait des gens qui vendaient des plantes et les gens savaient se soigner un petit peu par les plantes pour les affections qui n'étaient pas très lourdes. Donc ça, c'est sûr. Et par contre, pour les autres civilisations, pas de mention directement de ces autres médecines, mais sans doute une connaissance, et en tout cas dans les recettes, il y a des ingrédients mobilisés qui viennent forcément d'Égypte ou de plus loin en Asie mineure, donc il y avait sans doute une connaissance de ces espaces-là et une reconnaissance qu'il fallait se servir aussi des produits qui venaient d'ailleurs que le monde grec, au moins ça. Et juste une dernière question aussi, oui. sur est-ce que les esclaves sont soignés? Est-ce qu'il y a une médecine spécifique aux esclaves? Est-ce qu'il y a des différenciations entre les statuts Oui, alors on voit cette différenciation. Donc il y a deux choses à dire là-dessus. On voit que les médecins hippocratiques, des fois, témoignent du fait
qu'ils racontent des consultations qu'ils ont fait auprès d'esclaves. Le statut des personnes parfois est mentionné. Donc, dans ces cas-là, c'est que c'est le maître ou la maîtresse de ces personnes-là qui les paye, hein, qui les fait venir. Voilà, spécifiquement. Et puis, sinon, il y a aussi des médecins qui ont eux-mêmes le statut d'esclave et qui ne soignent que des esclaves. On sait que ça existe et on a un peu moins d'informations parce que c'est pas eux qui ont écrit vraisemblablement les traités hippocratiques. Et une chose que je trouvais très intéressante, quand tu as parlé des fumigations, tu as dit que c'était que pour les femmes. Ouais. Donc il n'y a pas de fumigation pour des patients masculins. Mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Si tu as des hypothèses, je sais. Alors, franchement, c'est une excellente question. Est-ce que déjà, c'est un groupe de médecins particuliers et à part qui ont écrit ces traités-là, donc on peut envisager qu'ils ont une note thérapeutique aussi. Enfin, c'est peut-être lié à leur manière aussi de procéder. Et ensuite, franchement, j'aurais tendance à dire que est-ce que des patients hommes auraient accepté ce genre de... Enfin, c'est pas sûr, franchement, parce que c'est vraiment très très lourd comme thérapie. Je ne sais pas si les femmes le faisaient effectivement aussi longtemps que c'était préconisé et avec toutes les substances qui devaient parfois sentir très fort et très désagréable, hein, qu'on voit dans les bras zéro. Donc, franchement, c'est vraiment une bonne question. Parce que ça m'évoque un peu aussi tout ce qui est dit sur les pratiques aussi religieuses par rapport à la Pythie, par exemple, qui est un réceptacle d'Apollon. Enfin, il y a eu... Je sais pas, c'est peut-être... Mais ça tient en fait à l'organe de la matrice qu'on pensait. Donc, quand je dis la matrice, en fait, c'est que les Grecs anciens se représentaient l'appareil génital féminin comme étant un tout, hein, c'est-à-dire vraiment de l'entrée du vagin jusqu'à l'utérus, c'est un organe unique, finalement, voilà la matrice. Et étant orienté vers le bas, effectivement, de faire mécaniquement, voilà, si on fait une fumigation, ça va remonter dans cette matrice-là et fonctionner comme ça. Je me permets de rebondir, ça me fait penser à une autre question. J'ai en tête la légende d'Agnoniké, la sage-femme qui est devenue médecin parce que les femmes ne voulaient pas de consultation médicale. Est-ce qu'on a dans les traités hippocratiques, dans le corpus hippocratique, des conseils pour que les médecins soient plus persuasifs auprès de la gente féminine pour pouvoir mieux les ausculter, peut-être se faire mieux accepter de leur part? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, il y a des conseils qui sont donnés là-dessus dans l'officine du médecin sur le fait d'être accepté par les gens en général, hein, pas que les femmes. Hein. Donc là, si vous lisez officine du médecin, on vous dit comment vous comporter en tant que médecin pour passer auprès du public et de vos patients. Donc être bien habillé, être un peu enthousiaste mais pas trop non plus, être très poli, réservé. Voilà, il y a tout un comportement à avoir qui pourrait être résumé par le mot d'être dans la mesure, qui doit être appliqué. Sur les femmes en particulier, non, il y a... Alors, soit je ne me rappelle plus, soit il n'y a pas mention d'un comportement particulier à avoir avec elles, sauf dans le serment d'Hippocrate, où il est dit que le médecin doit être vraiment extrêmement professionnel, je ne sais plus exactement les mots qui sont employés, dans les maisons, notamment celles où se trouvent des jeunes filles. Donc, c'est évidemment fait pour éviter tout type on imagine, de comportements qui seraient hors médical, pas professionnel, qui tiendraient à des tentatives de séduction, que sais-je. Ça, c'est effectivement dit dès le début et les médecins normalement prêtent ce serment-là. Par contre, dans les traités gynécologiques, non, pas de mention spéciale de comment se comporter avec des patientes.
mais parfois on voit qu'il y a quand même une certaine pudeur parce que tous ces médecins sont des hommes. Et souvent il y a des thérapies qui vont être données par le médecin. En fait, il va vendre ses ovules, ses préparations. Il va donner aussi des instruments parfois aux femmes et elles vont être invitées à pratiquer le soin elles-mêmes plus tard. Oui. Est-ce qu'il y a des auxiliaires pour aider ces médecins? C'est une partie collective aussi. Il y a des auxiliaires pour aider ces médecins. Ils en ont tous, les hyperétailles, me semble-t-il. Ils sont nommés. Donc ce sont des gens, on imagine 2-3 personnes par cabinet médical, qui vont avoir souvent un rôle d'aider dans les opérations, dans les gestes les plus techniques. Ils vont souvent tenir les patients. Donc je rappelle qu'on est dans un contexte où il n'y a pas d'anesthésie, donc il y a des soins qui sont atrocement douloureux, où les gens s'évanouissent, etc. Mais avant de s'évanouir, évidemment, les réflexes font qu'ils bougent, et il ne faut pas qu'ils bougent, sinon le geste peut être raté. Donc du coup, ils vont être tenus par des aides. Ces aides, ces hyperétailles, doivent aussi être capables de connaître par cœur le nom de tous les instruments médicaux et de les passer au médecin quand celui-ci les demande. Donc c'est vraiment des aides opératoires. Voilà, et on imagine que peut-être il pourrait avoir aussi des petites fonctions subalternes au sein du cabinet médical, en termes d'entrepôt, entrepôt des objets, nettoyage, ce genre de choses. Voilà. Peut-être accompagner le médecin aussi quand il se déplace à domicile. Il y a aussi les apprentis qui travaillent, qui sont en train de se former auprès du médecin, qui lui servent sans doute d'aide également. Mais ces gens-là, les hyperétailles, sont des gens dont c'est le métier, qui sont sans doute rémunérés par le médecin pour ça. Alors que les apprentis, eux, payent le médecin pour se former à son contact. Et donc ces hyperétailles, c'est des salariés, donc des personnes libres, il n'y a pas d'esclaves. C'est pas indiqué, c'est possible. Et peut-être qu'il y a une coexistence des deux. Ça peut être des esclaves, tout à fait. Je reviens sur ma question sur les pratiques peut-être d'autres pays. Est-ce qu'on n'a pas des éléments peut-être chez Hérodote par exemple sur les médecins égyptiens qui avaient des particularités spécifiques, peut-être en mobilisant d'autres textes que ce que tu aurais vu dans ta thèse. Ouais. C'est une question. Ça serait super intéressant de regarder évidemment, mais là on part sur un tout autre travail. Mais effectivement, il faudrait regarder, il faudrait pouvoir comparer. Et effectivement, voilà, oui, c'est vrai, il faudrait regarder chez Hérodote, puisqu'il parle de ce médecin Démocédès. Alors malheureusement, il ne parle pas des gestes médicaux qu'il aurait fait, mais uniquement de sa rémunération quand il est passé d'une cité à l'autre. Mais il faudrait regarder effectivement, ouais, c'est sûr. Mais là, on part sur quelque chose de comparatif et qui serait... déjà, là, j'ai le sentiment d'avoir à peine abordé le sujet pour la Grèce. Et voilà. Mais ça serait bien pour la suite. Oui. Justement, sans aller sur l'échelle des autres civilisations, pour parler de la Grèce, est-ce que juste il y a des fois des réputations de médecins, pour parler par exemple des Saloniches par exemple, parce qu'il y a des réputations selon les régions où ils pratiquent mieux un geste, où ils font un autre geste différemment, etc. Est-ce qu'il y a ce genre de choses? Pas du tout. Alors, c'est intéressant sur les gestes. Je n'aurais pas le distinguo, mais par contre sur la pratique médicale en général, oui. Les médecins les plus performants sont considérés comme ceux qui viennent des Cyclades, donc même des îles près de Lésineur, en fait, donc de Kos, d'où est originaire la famille d'Hippocrate, les Asclépiades, parce qu'ils prétendent descendre d'Asclépios. Donc là, quand un médecin est originaire de Kos, c'est vraiment le plus grand prestige. Ensuite, une autre île, Cnide, non loin de là, pareil, qui a fondé une autre école médicale très prestigieuse. Ensuite, est-ce qu'ils ont des spécialisations au niveau des gestes?
Là, je crois que je ne vais pas pouvoir y répondre, c'est peut-être un peu trop précis. Mais voilà, les médecins souvent étaient formés là-bas, même s'ils n'en étaient pas originaires, et ensuite ils avaient une activité d'itinérance en Grèce. Hein. Donc oui. Est-ce que vous pouvez écrire hyperétail? Je suis bilingue. Hyperétail, alors là je pense pas que je peux écrire. Je crois qu'il y a Donc les hyperétail, ça va être Y. Voilà. Donc ça sera dans le, j'en parle dans le chapitre sur les conditions de réalisation du geste médical dans l'officine. Je fais le lien avec plusieurs des questions précédentes. Vous avez parlé de Démosthènes, de cette concurrence. Comment expliquer qu'un médecin comme Démosthènes, donc Crotoniate, si je ne dis pas de bêtises, se fait recruter comme ça par Régine, puis par Athènes, puis par Syracuse, puis il se retrouve chez les Perses, je crois, si ce n'est par son geste médical qu'il aurait apporté. Est-ce qu'on peut estimer qu'il était vraiment, comme vous l'avez dit, c'est une démonstration? Est-ce que c'est son geste qui l'a fait amener de cité en cité? Est-ce qu'il y a eu des émissaires qui venaient comme ça chercher des médecins par le spectacle en fait? C'est totalement possible, hein. C'est vraiment une bonne hypothèse. C'est les succès des thérapies, d'une manière générale, hein, les gestes, mais aussi les thérapies prescrites. Et effectivement, on peut penser que c'était quelqu'un dont il était très recherché, très agréable d'assister aux soins qu'il dispensait, ça c'est sûr. C'est vrai. Peut-être une question en forme d'ouverture. Tu poursuis tes recherches dans le même domaine en élargissant vers des périodes ultérieures à l'époque hellénistique? Moi, je voudrais rester sur cette période classique parce que justement, voilà, sur les aspects techniques, c'était assez... voilà, il n'y avait pas vraiment beaucoup de travaux, donc je trouve bien de continuer vraiment sur cette période-là, parce qu'après, pour les périodes hellénistiques, romaines, il y a quand même plus de choses. Et après, voilà, moi, toujours ce projet de travailler sur la rectitude des corps qui vient correspondre à un idéal de rectitude politique et philosophique, ça me stimule bien. Et j'aimerais aussi travailler un peu, sortir de l'histoire de la médecine, mais rester dans l'histoire du corps, l'histoire du corps des femmes, et voir la manière dont les femmes, par leurs travaux de tissage notamment, qu'elles faisaient dans le cadre de l'Oikos de manière contrainte, et pour moi c'est une forme d'exploitation, comment ces travaux-là, quelles conséquences ça avait sur leur corps, sur leur manière de vivre. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais explorer parce que je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand-chose là-dessus. Enfin, on sait que les femmes tissaient, mais voilà, on dit ça comme si c'était normal. Et on s'y intéresse finalement pas plus que ça. Mais moi j'aimerais savoir quelles conséquences ça a concrètement, comment ça se transmettait de l'une à l'autre, finalement de quelle exploitation on parle là. C'est des travaux non rémunérés et physiques. Donc. Voilà, moi c'est mes deux projets un peu que j'ai là quand notamment voilà, quand je suis censée proposer de nouveaux projets dans le cadre de candidature, j'ai élaboré ces deux idées qui me stimulent vraiment. Et donc mobiliser aussi peut-être des sources de notre type, comme des sources archéologiques. Oui, des sources archéologiques, et puis continuer sur les textes en élargissant évidemment. Et l'iconographie aussi, là pour le coup, il y aurait plus de choses. Alors, sur l'iconographie, justement, tu n'as peut-être pas tellement parlé
des influences que tu as eues, parce que effectivement, Anima, il y a aussi tout un travail autour des images et de la lecture des images. Est-ce que c'est des choses que tu as utilisées aussi, Ben, bon, même si c'est ouais, plutôt les reliefs? C'est vrai qu'on a été bien formés à Anima. Déjà, bon, moi j'avais la chance d'avoir vu plusieurs fois Véronique Dazel en séminaire. Là, on était directement sur les thématiques qui m'intéressaient. Et puis, il y avait un séminaire aussi à mon époque, j'étais en doctorat, donné par Nicolina Kay, qui nous a vraiment familiarisé à l'analyse de l'image, qui n'est pas naturelle et pas facile pour l'Antiquité. Et puis après, voilà, on peut toujours aussi, j'ai pu toujours compter sur l'aide, par exemple, de Sonia Lartou, qui est aussi très forte là-dedans. Donc ce maigre corpus, peut-être 30-40 représentations, bon, j'ai pu du coup l'aborder avec confiance. D'ailleurs, sur le relief d'Arkinos que tu as montré, il y a un personnage dont tu n'as pas trop parlé, c'est celui qui est juste, enfin sur la scène entre guillemets réaliste, tout à droite. Ça serait quoi? Ce serait un prêtre, un officiant du sanctuaire? Oui, ou alors Arkinos lui-même dans une troisième scène qui aurait ce geste en fait, qui est un geste de rendre grâce, de remercier pour la guérison reçue. Donc ça irait peut-être finalement plus avec le relief qui est représenté derrière sur son pied que avec la scène où il est allongé. Ah oui, c'est pas dans la même scène. Ça pourrait être vraiment le même personnage en fait qui est représenté 3 fois. D'accord. Donc tu dis que tu as une quarantaine uniquement d'images de ce type-là en fait, de relief. Ouais, même moins, ça doit être à peu près 30 reliefs et 10 autres images type la ribale. Et il y a peut-être aussi des images, tu as parlé d'aspect mythique avec notamment Achille, il y a un vase qui est assez célèbre qui représente Achille en train de soigner Patrocle. Est-ce que tu l'as utilisé aussi? Oui, je l'ai utilisé aussi pour montrer 2 choses. D'abord, Achille en tant que guérisseur, et bon, là on est dans le cadre plus que d'une amitié, hein. On sait qu'entre Achille et Patrocle, c'est une relation plus qu'amicale. Et pour l'histoire aussi du bandage, parce que en fait sur ce vase-là, on voit vraiment bien le bandage qui a été rehaussé de blanc par le peintre. Donc c'est hyper intéressant. Et en fait, quand on regarde le bandage, il n'est pas réaliste. C'est-à-dire que c'est pas possible que ça... Enfin, voilà. Ça peut pas prendre exactement cet aspect-là, un bandage qui serait réalisé. Mais évidemment, c'est pas grave, c'est pas l'intérêt pour le peintre là d'être réaliste. Mais c'est vrai que les gens spécialistes ont pu le noter. Ouais, je me suis servi... voilà, la ribale, ce vase-là, évidemment, le plus possible, hein, puisque ça faisait partie des rares images dont je disposais. Voilà. Mais comme tu dis, effectivement, comme c'est une scène mythique, la part de la réalité et puis de l'imaginaire, c'est voilà, compliqué. C'est pas pour montrer ça, c'est pour montrer la vulnérabilité de Patrocle dans ce moment de l'Iliade et tout l'amour que lui porte Achille en lui faisant ce bandage. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.